bonsoir tout le monde et installez-vous, bienvenue pour cette deuxième partie d'FAQ de l'année 2024. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes pas fait surprendre par le froid environnant dans vos régions respectives. Moi j'ai les pieds glacés, voilà. Donc après je crois que j'irai faire un coup de baignade dans l'eau chaude. Alors qu'est-ce qui se passe ce soir? Eh bien nous allons comme chaque année parler des questions de Sacha du 54. Ah là là, celui-là il nous lâche jamais l'affaire. Et qu'est-ce que nous allons faire encore? Je crois que j'avais une question dans mes notes de l'année, j'avais mis un truc sur Joker 2 et je l'ai vu récemment, je l'ai vu cette semaine, donc on pourra parler de Joker 2 aussi. Voilà. Et puis, bien sûr, évidemment, cela va de soi. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à vous manifester et j'y répondrai au gré de mes moyens. Voilà. Et de mes moyens de l'instant. Parce qu'il y a bien sûr certaines questions, et ce sera sûrement le cas avec Sacha du 54, des questions qui nécessitaient peut-être de revoir un film. Il me semble qu'il y en a une ou deux comme ça, et films que je n'ai pas revus. Donc je ne vais pas, pour les beaux yeux de mon abonné, revoir une filmographie entière, quoi. À un moment, je suis très gentil, mais il faut pas pousser mémé dans les orties, hein. Voilà. Voici ma série de questions, j'espère qu'elles te plairont. La première de ces questions, ah oui, la rubrique nécrologique de Sacha, on devrait l'intituler comme ça, c'est « Que penses-tu de insérer acteur ou réalisateur mort cette année ?» Eh oui. Alors, que penses-tu de la disparition de Alain Delon, de Michel Blanc, de Roger Corman? As-tu l'intention de parler un jour de leurs films? Quels, selon toi, sont les meilleurs, leurs moins bons? Alors bon, ce sont des gens d'une certaine génération qui n'est pas la mienne, donc je n'ai pas eu l'intérêt de les regarder davantage que un film par-ci par-là. Il est clair que c'est beaucoup plus des gens de la génération de mes parents. Même si j'ai vu des films avec Alain Delon, j'ai vu des films avec Michel Blanc et j'ai peut-être vu un ou deux films de Roger Corman. Mais alors, pour m'en souvenir et mettre le meilleur et le moins bon et tout ça, moi je suis absolument pas apte à faire ce genre d'exercice. Michel Blanc, j'avais bien aimé un film qu'il y a dans mon mashup, c'est Je vous trouve très beau. C'est un fermier qui est avec sa femme et sa femme elle a un infarctus, elle meurt. Et donc ce fermier il doit retrouver une femme parce que lui il a besoin d'une femme pour faire tourner la ferme avec lui. Et donc il va dans une agence matrimoniale qui propose des femmes du pays de l'Est. Sauf que bon c'est compliqué quoi. Vous voyez, donc il y a des situations un peu comiques, un peu dramatiques aussi, avec la femme qui veut essayer un peu de le séduire, alors que lui il veut juste une femme qui puisse s'occuper aussi de la maison pendant qu'il est dans les champs, et c'est un travail dur hein, d'être fermier. Donc à un moment, quand tu reviens du boulot et que t'es crevé, t'as pas envie de faire la rumba là quoi. Donc le film, je l'avais vu à l'époque, puisque j'ai une partie de ma famille qui est du milieu paysan. Moi je suis plutôt sensible à certaines relations humaines et certaines descriptions de l'environnement paysan. Et je m'étais bien retrouvé dans le film à ce moment-là. Et concernant Alain Delon, j'avais bien aimé le contexte de l'histoire du film Le Toubib. C'est un film de guerre, mais dans lequel on n'est pas sur le front. On est avec les blessés, et il y a Delon qui essaye de sauver le plus de gens possible. Mais bon, je dirais, le samouraï, mais c'est un peu facile. Bon, le film, je suis pas très intéressé par le samouraï. Il y a un film où il est assez jeune, c'est Deux hommes dans la ville, je crois, avec Gabin. Très très bien le film. J'ai beaucoup aimé le dialogue, l'histoire. Deux hommes dans la ville, ouais, c'était très très chouette hein, aussi. Et Corman, alors là, il faudrait que je me souvienne des films qu'il a fait que j'ai vus. Mais là, c'est Corman, c'est pas trop mon délire. Hein. C'est un monsieur important, mais dans mon parcours, il ne l'est absolument pas. Oui, il se peut que je parle d'un film où ils sont dedans un jour, mais c'est pas du tout une obligation, une nécessité, une envie actuellement. Déjà, revoir un film pour simplement répondre à une question, c'est très généreux. C'est ça, oui, tout à fait. Je crois que j'avais fait un effort l'année dernière pour je sais plus quel film, pour, je crois, Robocop.
Mais Robocop 3, je voulais le voir. Je voulais quand même le voir. Donc, et ça tombait bien, la question me l'a un peu poussé, voilà. Donc ensuite, question numéro 2. Que penses-tu du retour de Francis Ford Coppola au cinéma avec son Megalopolis? Alors je l'ai vu, Megalopolis. Pour moi, c'est un film de vieux monsieur. Là où il y a d'autres films qui ne sont absolument pas des films de vieux. Hein. Je trouve, tu vois, par exemple, Furiosa ou Gladiator 2, c'est des films, tu les vois, t'as pas l'impression que les mecs approchent des 80 ans ou ont dépassé 80 ans quand tu les vois. C'est des films qui roulent bien, c'est des films qui ont des défauts, hein, certainement, mais c'est des films qui sont vifs, qui ont de l'énergie dans les plans, dont la façon de diriger les acteurs sont tout à fait actuelles. Il n'y a pas une grande différence. Là, chez Coppola, on la sent la différence. Le choix des plans, le cadrage, le rythme, c'est des choses que je percevais déjà. J'avais revu L'Homme sans âge en septembre, et L'Homme sans âge, c'est déjà vieux. Je parle même pas de Twix. Alors là, à moi j'ai déchanté. Hein. Mais c'est normal. Hein. À un moment, on est un peu obsolète dans l'énergie du cinéma, surtout si on se met en rapport avec l'énergie actuelle du cinéma. Le rythme des plans, le cadrage, les effets spéciaux, la façon de jouer, le phrasé, ce qu'on fait dire aux acteurs. Tout ça identifie un film et aussi identifie une décennie dans laquelle on fait un film. Et il est clair que le Coppola, par moment, on n'est pas dans les années 2020, hein. On est bien avant. Hein. Alors, il y a des très beaux moments dans le film de Coppola. Je trouve la balade la nuit en voiture. Moi, je trouve ça formidable. Quand ils sont dans la nuit avec une espèce d'ambiance un peu lugubre, ils rentrent dans le tunnel et c'est un peu Alice au pays des merveilles quand ils rentrent dans la ville, c'est super ce moment-là. J'ai bien aimé aussi le foisonnement d'idées un peu partout. Le film, toi, n'est pas dans une espèce de carcan, mais ça le rend aussi très fragile dans ses effets, ça le rend daté également. Dans les traits de personnages aussi. Donc voilà, moi je trouve que c'est un film qui est beaucoup plus fragile que Furiosa par exemple, sur la maîtrise du langage par rapport à ce qu'on fait actuellement. Je pense que il a été un peu dépassé, que le film est raté, mais je pourrais pas pointer exactement du doigt ce qui se passe dans le film pour donner une impression générale, mais c'est vraiment une impression générale qu'il y a un truc qui fonctionne pas. C'est comme si on faisait du neuf avec du vieux et ça se voyait. Vous voyez, la narration, le storytelling, comme on dit, hein. Y a une façon de narrer qui n'est plus là, d'aujourd'hui, qui est convoquée et c'est un peu bizarre. Pas mal de critiques considèrent Jack de Francis Ford Coppola comme très mauvais. Est-ce que tu as le même avis que ces critiques ? Et si ce n'est le cas, pourquoi tant de haine envers ce film qui a pour but de divertir la famille ? C'est vrai que Coppola a fait plusieurs fois des films qui sont vraiment des films pour manger, quoi, comme on dit, des films un peu de studio, pour se faire la main, pour pas être oublié, pour jouer aussi, faire jouer des acteurs qui avaient peut-être envie de jouer avec Coppola. Pour moi, Jack, c'est un peu dans cette catégorie-là, hein. Et le film de mémoire, oh là là, je l'ai vu il y a 20 ans, peut-être. C'est bizarre de dire ça comme ça. Hein. Je l'ai vu il y a peut-être 20 ans. Donc, et j'ai vu qu'une seule fois. Donc, je n'ai pas trop le souvenir du film. J'ai quelques souvenirs où à un moment, il y a Jack, on lui a fait des réprimandes ou je sais pas quoi. Il se cache dans une boîte, dans une grande caisse en carton. Et il y a sa mère qui essaie de le réconforter. Et à un moment, il va dans une boutique pour acheter bien sûr des choses qui destinées aux adultes, pour les gamins de la bande. Et à la fin, il y a une scène très touchante où il a le diplôme universitaire, je crois, il me semble. Et en fait, il est déjà à la fin de sa vie. C'est très très beau ce moment. Moi, j'ai beaucoup aimé ce moment-là où il fait un speech où il dit oui, pour la plupart d'entre nous, c'est le début de la vie, mais pour moi, je sais que c'est la fin, mais j'espère que j'aurai partagé ce moment-là avec autant d'intensité que si j'étais jeune et tout ça. Et après, on le voit, il y a ses copains qui sont dans la voiture et lui demandent de venir. Et lui, il vient, il se trimballe un peu mollement, mais parce qu'il est vieux, hein, pour aller avec eux et profiter de la vie le temps qu'il lui reste. C'est un très beau moment. C'est vraiment la toute fin du film. C'est un film d'émotion, c'est un film de famille. Pour moi, il y a pas de souci à aussi faire ce genre de choses quand c'est bien fait.
Coppola. Enfin, faut pas. Je pense que les gens qui font des critiques, ce sont des gens qui cherchent l'auteur absolument à tout prix, et s'ils le trouvent pas, ils rejettent le film. Ils trouvent que le film ne correspond pas à la filmo. Or, je pense que si on creuse, on trouve largement des connexions avec Peggy Sue s'est mariée, ou peut-être d'autres, ou L'homme sans âge. Oh tiens, comme par hasard. Donc, franchement, je pense que les gens qui disent ça, ils savent pas trop de quoi ils parlent. Ils ne font pas de rapprochement évident avec le reste de la filmo de Coppola. Donc, l'idée de la mort, je pense que c'est quelque chose de commun. Et je pense que Coppola n'est pas quelqu'un qui se distingue particulièrement par un style de mise en scène. J'en ai pas l'impression. C'est quelqu'un plutôt classique, mais il sait appuyer sur un style quand il le faut. Vous savez, avec les montages alternés dans Le Parrain ou les effets qu'on a de surimpression dans Apocalypse Now. Il sait appuyer quand il le faut, mais il sait rester à sa place quand il s'agit de simplement narrer une situation du mieux qu'on peut en jouant sur les acteurs. Voilà. Donc pour moi, il s'agit pas... moi, je déteste pas le film, c'est juste qu'il est tout à fait dans un carcan bien précis, il a été fait dans un style particulier, il a été fait dans un style standard, pour contenter le plus de monde, pour qu'il soit diffusé après en télé facilement, et c'est son but, hein, et je pense qu'il fonctionne plutôt bien dans cette optique. Que penses-tu de la qualité de Terminator 3 et Terminator 4 ? Est-ce que ces suites sont du même niveau que le 5 et le 6 ? Alors moi je les trouve bien supérieurs au 5 et le 6. Hein. Le 3, je trouve, explose la concurrence avec sa scène de course-poursuite au début du film qui dure au moins 15 minutes. Et c'est un délire. L'argent qu'ils ont dépensé pour cette course-poursuite. Revoyez le film, revoyez cette course-poursuite. C'est la pièce maîtresse du film. Au son, dans les dégâts qu'ils font sur la route, ils défoncent des immeubles, des voitures à n'en plus finir. Le son, il est ultra travaillé. Je l'avais vu au cinéma, la séquence, elle est impressionnante de dingue. Après, le film il a un peu vieilli aussi dans ses effets, dans la narration qui est plutôt étroite, je trouve. Et à la fin, ça se termine dans le complexe. Là, ok, bon, pourquoi pas, mais je trouve que ça retombe assez vite. Je l'avais vu au cinéma, Terminator 3, ouais. Terminator 4, je crois, il me semble que je l'ai vu au cinéma, mais je ne suis plus sûr. Je crois que oui. Terminator 4, donc Renaissance, je crois, Renaissance. Je trouvais l'idée trop bien d'aller dans le futur. Mais c'est pas le futur que j'imaginais. Parce que bien sûr, quand on pense au futur de Terminator, on pense aux images de James Cameron. C'est pas du tout ce qu'on a dans le film. Donc c'est un peu étonnant, ça m'a un peu refroidi, mais il y a quelques super bonnes idées, notamment Schwarzenegger qui est dans le film, mais en fait il n'est pas là, tout en étant là. J'ai trouvé ça trop bien. Que dire, le début est pas mal, la fin dans l'usine c'est intéressant aussi. On voit vraiment le Terminator, c'est un truc increvable. C'est bien retranscrit. Ça, le mec, tu sentais qu'il avait envie de donner de belles scènes au Terminator. Après tout le truc avec Marcus, c'était pas très intéressant. Vraiment, Sam Worthington, c'est bien parce qu'il y avait Avatar et que c'était un peu le vent en poupe, mais c'est pas un super bon acteur. Enfin, avec le choc des titans et tout ça, bon, il y a eu une montée, mais c'est pas une montée qu'il a su concrétiser, donc il est vite redescendu, le pauvre. Non, j'ai pas trouvé le film terrible, mais il y a un ou deux moments qui sont bien tenus. T'as une fascination pour voir un peu quelles sont les machines du futur qu'on va nous montrer. Mais dans l'ensemble, c'est quand même raté. Le troisième est un peu étriqué. Les deux sont un peu branlants, mais je préfère le 3 au 4. Hein. Je serais bien plus tenté de revoir le 3 que le 4. Hein. Et puis le 3, il a pu vivre autrement aussi, via des parodies, via Mosinor aussi. Hein. Mosinor, il a fait des parodies avec le Terminator. Si vous avez vu les parodies de Mosinor avec Terminator 3, c'est pas mal. C'est pas mal ce qu'on fait dire. Hein. Où il y a le Terminator qui se charcute la poitrine pour enlever sa puce nucléaire. Et il y a Mosinor qui lui fait dire « Oh, vous savez, des fois, la souffrance est une source de plaisir !» Et il est en train de se lacérer la poitrine. J'adore. Avec la femme derrière qui commence à chanter, là, je sais plus quoi, une connerie de Bee Gees, je crois.
en tapant sur la paroi du camion, c'est excellent. Hein. Vraiment, donc dans un sens aussi, les films vivent un peu dans l'esprit et dans la mémoire avec les mèmes qui te rappellent que ces films existent et tout ça. Terminator 4, tout le monde s'en fout, quoi. Alors, est-ce que ces suites sont du même niveau que le 5 et le 6 ? Bah, le 5 et le 6 sont de très bons effets spéciaux, mais c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça. Le 5 est une immondice, avec des acteurs tout nuls qui essayent d'être bankable, mais ça marche pas. Et le 6, c'est correct, mais c'est dénué de toute impression de Terminator. C'est pas très intéressant. Mais les pièces d'action sont bien faites, il y a des moyens qui sont convoqués, hein. Mais finalement on s'en fout, quoi. On s'en fout. Disney ne veut plus sortir ses films en DVD Blu-ray en Australie. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de la disparition de films et même de séries télé en support physique ? Oui, on peut toujours s'inquiéter, mais bon, tu veux faire quoi ? À un moment, oui, tu peux s'inquiéter. Moi, j'ai déjà beaucoup de choses sur lesquelles je m'inquiète. Je vais pas m'inquiéter sur ça, hein. Vraiment. Hein. Et puis bon, j'ai pas d'argent pour acheter tout ça, donc moi, la question ne se pose même plus. Tu vois, moi tout ça, je me pose pas cette question. Est-ce qu'on peut s'inquiéter ? Oui, ceux qui ont de l'argent, ils peuvent s'inquiéter, mais ça n'engage que ceux qui ont de l'argent à dépenser pour ça. Et je suis pas en Australie, donc à un moment, je vais pas aussi m'inquiéter de trucs qui se passent de trucs culturels qui se passent à l'autre bout du monde. Hein. À un moment, ça donne le vertige. Sinon, je veux pas m'en faire pour les misères de la terre entière. Ça, vraiment, il faut arrêter avec ça. Sinon, on ne dort plus, tout simplement. Que penses-tu de certains cinéastes qui aiment regarder les mauvais films d'Ed Wood ? Ben, c'est leur affaire. Hein. Moi, j'ai des fois des films qu'on me dit qui sont bien et en fait, je les trouve nuls. Donc, je vais pas me forcer à regarder des films nuls pour le lol, pour le plaisir. S'ils veulent regarder des films qui sont factuellement mal faits, c'est leur affaire. C'est pas ma philosophie. J'ai tellement de films à regarder, je n'ai pas de temps à donner à ça. En fait, c'est aussi simple que ça. Et quand il s'agit directement de cinéastes, ben ils font ce qu'ils veulent. Après, ils veulent, ils veulent s'amuser comme ça sur un coup de tête, mais je pense pas qu'ils en retirent quelque chose. Hein. Quelle serait ta réaction si tes réalisateurs préférés, comme Christopher Nolan, disaient en interview qu'il aime regarder des films du V-Ball ? Ça te donnerait envie de voir ces films par curiosité ? Alors j'ai déjà vu des films du V-Ball. Et puis bon, si Nolan il trouve ça intéressant, juste comme ça, c'est une quote qui est sortie de son contexte. Bon, et on peut faire dire n'importe quoi aux gens. Il y a bien Malik qui aime Zoolander. Voilà, hein. Ça fait des années que j'avais lu ça. Je me disais, c'est hallucinant. Il aime Zoolander, Malik. Ok, bah c'est peut-être un moment. Et justement, lui, il est très sérieux, il est très philosophe et poète. Et des fois, il y a une vulgarité en fait que tu trouves rafraîchissante en fait dans certains films, et je pense que c'était le cas pour Malik. Donc moi ça m'étonne pas que si tout d'un coup Nolan il dit un film plutôt mauvais, il trouve ça rafraîchissant. Il faut faire attention au choix de mots qu'il a utilisé, parce que c'est quelqu'un qui est plutôt diplomate, qui fait attention aux mots qu'il utilise. Donc si à un moment un cas de figure arriverait comme ça, faut bien l'entendre comment il en parle, tout simplement. Et bien faire la traduction, parce que des fois il y a des gens qui traduisent les mots par des mots qui ne sont pas les mêmes, donc il faut faire attention avec ça. Malgré que tu regardes pas beaucoup de nanars, est-ce que ça t'arrive d'écouter des interviews de mauvais réalisateurs comme Jean Rollin ? Jean Rollin, j'en ai écouté parce que j'avais fait avec Gilles Morgan, un truc avec vampire, je sais plus lequel des films de Jean Rollin. On avait fait un live où j'avais commenté le film Le Réveil du vampire. Je sais plus, un truc avec vampire, un film de Jean Rollin, et on avait parlé du film. Et du coup, j'avais regardé quelques interviews. Le mec, il avait l'air très sympathique, mais généralement, je regarde pas des masses d'interviews, à part si je m'occupe du film même sur ma chaîne. Donc, je n'ai pas trop croisé d'interviews de mauvais réalisateurs ou de réalisateurs de nanars. Je pense que c'est des gens qui sont tout aussi passionnés par leur projet que des véritables réalisateurs. Dans une de tes FAQ, tu as dit que tu as mis beaucoup de temps à regarder Robocop 3. Pourquoi tant de temps ? Les avis positifs de Durandal et de Mister Mea t'ont pas donné de la motivation de le voir rapidement ? Ah il faudrait encore que je considère les avis positifs de Durandal et de Mea comme étant intéressants à suivre et à regarder et à accepter. Mais étant donné que
Moi, Mister Mea, à part que ça soit Mister Anecdote, moi je considère pas qu'il va me donner du grain à moudre sur les films. Et Durandal, bon, il a quelques idées bien reçues sur la façon dont on fait les films. Il ne cultive pas le partage et des choix de films très éclectiques. Donc pour moi, c'est des avis qui ne peuvent pas suivre mon schéma de pensée. Donc à partir de là, qu'ils aient dit du mal ou du bien, je m'en fous. Ils sont pas importants pour moi, leurs avis. Voire même, je pourrais même prendre le contraire de ce qu'ils disent. Donc non, mais j'ai absolument pas pensé à revoir leurs vidéos pour revoir Robocop 3. Non, c'était juste une curiosité de me dire, j'ai beaucoup aimé le 2, parce que je l'avais vu avant le premier, il me semble. En tout cas, le 2 m'avait fait plus d'effet. Et donc, naturellement, je me dis, bah le 3, pourquoi pas. Non, c'est vraiment une envie de clore, tu vois. C'est comme, je n'ai jamais vu Rocky 5. Jamais. Donc à un moment, je me dirais, bah, je regarderai Rocky 5. Et pourquoi tout ce temps? Ben, y a pas le temps qui presse. Hein. C'est bien aussi de pas avoir à chaque fois toutes les films, enfin les filmographies. Oui, les filmographies et les séries de films d'un bloc. Hein, je suis pas du tout dans cette optique marathon, tout ça. Enfin moi, jamais dans la famille on a été dans cette optique de marathon. On n'a jamais été dans cette optique de voir tout d'une traite. En plus moi, il y a beaucoup de ces films où je les ai vus quand j'étais assez jeune. Donc bon, quand le deuxième il t'effraie pas mal, bah t'as peut-être pas envie d'enchaîner avec le troisième, quoi. C'est des films que j'ai découvert assez jeune. Hein, donc après, il y a des morceaux qui manquent. Voilà, des morceaux de films qui manquent. Et c'est pas un mal, hein. Et justement, ça te donne aussi quelques films un peu connus dans les années, dans les décennies différentes que t'as pas encore vu et que tu te réserves le plaisir de découvrir à un moment. Vous savez, comme un vieux vin que t'as un peu oublié en cave, mais que tu sais qu'il est là et tu dis à un moment, je vais le sortir et ça va être agréable. Ou pas. Donc, ça dépend vraiment. Mais il est clair que tu vois que genre Reds de Warren Beatty, là le film de 3 heures sur les communistes, mais j'ai trop envie de voir le film. Je suis sûr que ça va être une super fresque et je vais prendre beaucoup de plaisir à le voir. Donc j'aime bien picorer partout. Et vous le savez, hein. Vous le savez que j'aime aller chercher un peu dans tous les sens, au gré des recherches aussi que je fais pour les films sur la chaîne. Là cet après-midi, j'ai vu un film qui s'appelle Caserne, je crois. C'est un film japonais de 2004. Et le film, il est assez fandard parce que c'est un espèce de film bricolé d'effets spéciaux. Je sais pas si tu connais Kaji, puisque toi t'as vu beaucoup de films japonais. C'est un film Caserne, donc c'est C-A-2-S-H-E-R-N. De 2004, c'est un film de science-fiction un peu genre super-héros et qui ressemble beaucoup dans l'esthétique à Avalon, dans le sens où les effets spéciaux sont quand même assez bricolés. Il y a beaucoup de fond vert avec des trucs mal incrustés, avec de la pauvre 3D de l'époque. La BO, il y a un moment dans la BO, il y a un moment où t'as des mecs qui meurent et qui sont un peu en agonie, et à ce moment-là, moi, il m'a cueilli, j'ai trouvé ça absolument formidable. Mais le film, il souffrote de tous ces effets spéciaux, de ce côté bricolage gloubi-boulga. Mais il y a des vrais plans d'action qui sont super, mais ils manquent d'être modernes. Ils sont vieillots. Mais vraiment, le film, il est ultra vieillot. Et ils ont de vraies idées, hein. Le Kaisern, par moment, il a de vraies idées de mettre en scène une ville ou une bataille avec des robots. Et à un moment, il y a un énorme robot qui marche sur une armée et t'as un énorme canon qui lui tire dessus. Enfin, il y a des images, c'est ouf, hein. Mais par contre, si t'as pas le film en haute qualité, c'est irregardable à voir, ce truc. Donc, le film, il est vaillant. Mais à voir en 2024, le film accuse de coups, mais complètement. Et c'est dommage. Donc tout ça pour dire qu'en fait, ces films-là, ils permettent à chaque fois de te replacer par rapport à tes attentes, à affiner en fait ton recul critique pour encaisser en fait de plus en plus de films qui sont faits d'une autre façon que ce que tu aimes bien, toi, voir. Et il est clair que moi, quand je vois Durandal, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est engoncé dans son costume, quoi, qui est totalement coincé dans sa manière de percevoir. En tout cas, c'est ce qui donne à voir quand on écoute ces vidéos. Et je pense que l'exercice, c'est essayer de voir des films très différents ou d'être sensible au dialogue pour voir des films différents et essayer d'ouvrir les chakras le plus de choses possible. Comme ça, tu peux prendre du plaisir aussi sur le plus de choses possible. Question numéro 11 sur 21.
Donc voilà. Question numéro 11. Si tu devais faire une critique d'un film avec Louis de Funès sur ta chaîne, ce serait lequel? Oh, ce serait peut-être Oscar ou l'Avare. Ouais, peut-être des films où il est vraiment mis en avant et voir un petit peu comment on travaille le personnage. Celui qui me donnerait le moins envie, La Soupe aux choux. Je trouve que là, c'est vieillot, l'idée est marrante sur le coup, mais je trouve pas ça très intéressant. Ça fait un peu pièce de théâtre. Là où l'Avare, et c'est ça qui est intéressant, l'Avare, qui est donc l'adaptation d'une pièce de théâtre, ne l'est pas, parce qu'il travaille pour faire bouger l'acteur, pour le cadrer, il y a un vrai travail dans l'Avare qui est intéressant à suivre. Et il y a des moments où je m'étais vraiment marré. Donc ouais, ça pourrait être l'Avare qui m'intéresserait. Des trucs un peu évidents comme La Grande Vadrouille ou tout ça, ouais, mais bon, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Mais je trouve que l'Avare, il y aurait des choses à creuser dans l'Avare, je pense. Comment rendre cinématographique une pièce de théâtre? Rien que ça, juste ça. Je trouve ça déjà intéressant. Et La Soupe aux choux, je trouve ça vieillot. Et en fait, dans La Soupe aux choux, je percevais De Funès avec beaucoup moins d'énergie. Il a moins d'énergie dans ce film-là. Et je trouve ça triste, en fait, de le voir, moi qui ai toujours vu dans Fantomas, toujours énervé, toujours très vif, ou même dans les premiers gendarmes. Il est toujours tout fou, il s'active dans tous les sens, et dans La Soupe aux choux, là, ça avait l'air vraiment d'un vieux papy. Et moi, ça me faisait mal de le voir comme ça, et ça a un peu nui à la réception que j'ai fait du film. Qu'en penses-tu des comédies avec Pierre Richard? Selon toi, s'il a eu la chance de jouer avec Louis de Funès, est-ce que ça aurait fait une bonne comédie avec cet acteur? Alors Pierre Richard, moi c'est pas du tout mon humour. J'ai pas vu beaucoup de films avec lui, donc je suis pas sûr d'être le meilleur pour juger ses comédies. Je pense qu'il y aura moyen d'accorder les violons, mais je suis pas sûr que ça soit que ce soit gagnant. Puis les mentalités sont peut-être assez différentes, je ne sais pas. Je connais pas assez Pierre Richard pour m'assurer de ma réponse, tu vois. Donc je préfère être honnête et passer mon tour. J'ai une question. Que penses-tu de Hong Sang-soo? Tu as vu quelques-uns de ses films? Je crois que je n'en ai vu aucun. Et Kaji. Donc je ne peux pas dire que j'aime ou que j'aime pas. À vue de nez comme ça, je pense que je m'ennuierai. À vue de nez. Hein. J'ai le pif, quand même. Mais on est sûr de rien. Donc en plus Samir il m'a dit à un moment, mais t'aimes bien les trucs temporels, tu devrais adorer Hong Sang-soo et tout ça. Je me dis ouais certainement, mais là sur le coup ça me semble pas très sexy pour moi. Hein. Et puis j'ai tellement de trucs à voir déjà. Mais je tenterai un moment, il n'y a pas de souci. Ensuite, toi qui aimes bien Highlander 2, apprécies-tu les 3 autres films ainsi que les séries télé? Alors la série télé je l'ai pas vue et les 3 autres films ce sont des chiasses. J'ai revu le 3 pour me faire une idée par rapport à un souvenir. C'est affreux, le 3 c'est nul, tout simplement. Question numéro 14. Que penses-tu de la performance de Margot Robbie en général? As-tu trouvé qu'elle était fiable dans le rôle de Barbie? Margot Robbie, moi je l'ai bien aimée dans Diversion avec Will Smith. Je crois que c'était avant qu'elle montre son cul ou juste après. C'est-à-dire quand elle commençait à déployer un jeu d'acteur, quoi. Là, elle a été un petit peu cloisonnée, je trouve. Même si Babylone, je trouve, l'a fait ouvrir à d'autres perspectives. Mais il faut que ce soit des perspectives qu'elle embrasse. Hein. Or là, elle revient sur Barbie. Bon, moi, je n'ai pas trouvé ça formidable, Barbie. Hein, donc, elle joue le rôle. Je pense que c'était tout à fait une bonne idée de la prendre pour Barbie. Mais bon, ça se regarde et puis ça s'arrête, quoi. Diversion, c'est après le Loup de Wall Street. Ben, je l'ai vu avant de voir le Loup de Wall Street. C'est peut-être pour ça que j'ai eu la confusion. Moi, je trouvais Diversion intéressant par rapport à elle en tant que nouvelle personne qui vient d'émerger comme ça dans les grands films hollywoodiens, lourdement produits. Diversion a coûté cher. Moi, je la trouvais bien dans le film. C'est elle qui joue dans I, Tonya. J'ai beaucoup aimé I, Tonya. Hein. Je vous avais fait une analyse de séquence de I, Tonya. Et je crois que je vous avais même fait une critique. Dans I, Tonya, il y a beaucoup de talent. Je pense qu'elle arrive à pas trop s'enfermer dans
les rôles qui mettent en avant la plastique, elles peuvent le faire, hein, elle est libre de le faire. C'était Virginie Efira qui disait, là récemment j'avais vu une citation, qu'on peut avoir le choix, en tant que femme, de vouloir être un objet de désir, un objet sexuel dans les films. Mais il faut que ça soit un choix de la part de la femme. Et elle a raison. Et puis on veut en profiter tant qu'on est encore super joli à regarder, mais après il faut aussi savoir cultiver un certain jeu pour montrer aussi aux gens, ah bah vous savez, je sais jouer autre chose, prenez-moi dans votre film. Il faut savoir jouer plusieurs cordes à son arc. C'est pour ça que des fois il y a des gens qui font des grands écarts dans les films. Sur 10 ans, des fois, sur la dizaine d'années, il y a des gens qui font des écarts de fou. Mais oui, non, mais je pense que c'est quelqu'un qui peut déployer quelque chose, ça c'est certain. Mais il faut qu'on lui offre les opportunités et qu'elle la saisisse, cette opportunité. Je trouve Emma Stone, elle a un super parcours. Hein. Elle a joué dans des teen movies, après elle a joué dans des petites comédies. La La Land, ça l'a justement fait complètement exploser. Là, je l'ai vu dans Kinds of Katniss, je la trouve super. Vraiment, elle a un beau parcours. Hein. J'ai pas encore vu Pauvre créature, mais j'ai hâte de voir. Vraiment, très bon parcours aussi, elle, Emma Stone. Nicolas Winding Refn n'a pas sorti de nouveau film en salle depuis un bon moment. As-tu envie qu'il refasse du cinéma? Oui. Et si c'est le cas, as-tu envie de faire une critique d'un de ses films? Alors oui, j'ai prévu de faire une critique d'un de ses films et j'aimerais peut-être le faire avec quelqu'un qui avait manifesté sur Twitter son vif intérêt pour le réalisateur. Mais il faut que je sache, il faut que je vois un petit peu comment je vais organiser ça avec lui. Mais je vais travailler sur ça à un moment. Vous le verrez pas venir et hop, il y aura la vidéo. Mais ouais, j'ai envie de parler d'un de ses films. Je vous dis pas lequel. Mais oui, moi je trouve qu'il a des films qui sont vraiment propres à lui. C'est sa vision, littéralement, parce que n'oubliez pas qu'il est... non, je vous dis pas le film. Hein. Je crois qu'il est daltonien à un certain niveau, et du coup, les couleurs dans ses films sont incroyables. Moi, je les trouve vraiment super. Après, ça a l'air d'être quelqu'un qui a un caractère de cochon, donc il faut se le farcir, le gars. Il faut l'accepter. Mais oui, moi, j'aimerais bien qu'il fasse d'autres films. Question numéro 16. Antoine Goya avait dit dans ses vidéos et même dans ses critiques ou sur Sens Critique qu'il considère les qualités de Tom Hanks et de Christopher Nolan comme mauvaises. Quelle est ta réaction face à ces avis? Ben bon, s'il explique pas exactement de quoi il en retourne, ça sert à rien. Donc à un moment, il fait ça pour provoquer, pour avoir, tu sais, du flux d'avis et monter dans des statistiques de vues, mais s'il explique pas, c'est juste, c'est une parole en l'air, quoi. C'est vraiment ce qu'on pourrait dire, une parole en l'air. Après, s'il avait développé davantage le procédé, bah, c'est sûr que si lui, il base son avis sur une certaine façon de voir le cinéma et que c'est pas du tout ce que considère Tom Hanks ou Christopher Nolan par rapport au dit cinéma, bah oui, c'est juste son avis qui est biaisé par sa façon de penser. Ou c'est plutôt son avis qui est confirmé par sa façon de penser. Grand bien lui fasse. Mais si tu n'épouses pas la façon de penser de gens concernés, bah oui, bah forcément, t'es un petit peu décalé, quoi. Donc à un moment, qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Qualité, défaut, oui, bah, on a tous des qualités et des défauts. Hein. Moi, je considère que Nolan est peut-être un peu trop littéraire, qui devrait être plus cinématographique. Ça n'empêche pas que j'aime beaucoup ses films. Moi, je n'ai pas d'avantage dans la... Enfin, si tu avais développé le truc où tu m'avais envoyé un lien pour avoir le texte entier, où il y aurait peut-être des choses, oui, là, je pourrais peut-être réagir davantage, mais là, pour moi, c'est inutile, quoi. Si Charlie Chaplin, Buster Keaton et Harold Lloyd auraient fait une comédie ensemble pendant leur période du cinéma muet, est-ce que ça aurait donné un bon trio? Non, parce que les trois sont des dictateurs et des perfectionnistes dans l'art de faire de la cascade, de faire de la comédie. Et je suis pas sûr que leur comédie soit alignée vraiment ensemble. Et ils se seraient tirés dans les pieds à vouloir commander les autres et tout ça. Jamais on aurait eu un film. Les trois sont perfectionnistes dans leur style. Ça aurait jamais fonctionné les trois ensemble. Les trois ont fait des films. Enfin, Harold Lloyd, je suis pas sûr, mais je crois que oui. Donc non, ça n'aurait jamais marché.
Quand Will Smith a donné la gifle à Chris Rock aux Oscars, quelle est ta réaction? Peut-on prendre cette situation avec humour? Oui, mais bien sûr. Moi, j'étais là, je dis bon, bah, il lui a donné une claque parce que le mec, il a parlé mal de sa femme. Bon, lui, il est susceptible. C'est comme ça. C'est toujours risqué. Et quand tu sais pas comment les autres vont réagir, ce qu'on pourrait vraiment dire, c'est des affaires de blagues, ça. Hein. C'est des affaires de blagues sur un autre continent. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Vraiment. Je m'en tape complètement. Pas mal de youtubeurs français considèrent Halloween de John Carpenter comme un chef-d'œuvre. Partages-tu leur avis ou bien considères-tu que c'est une série B qui a marché à l'époque de sa sortie et qui est devenu un film obsolète avec le temps? Je ne dirais pas que c'est un film obsolète, c'est un film qui a vieilli, qui a relativement bien vieilli. C'est un film solide. C'est un film d'époque aussi, avec ses banlieues, avec cette façon de cadrer, ses travelling, cette jeunesse, ses costumes, ses pantalons, ses coupes de cheveux. C'est un film d'époque. Moi, j'ai bien aimé Halloween. Moi, je trouve que c'est un film solide de Carpenter. C'est un beau début de carrière. Et ça s'arrête là, je suis pas en train de hurler chef-d'œuvre. Tu sais, les mots chef-d'œuvre, moi je me méfie un peu de ça. On l'utilise un peu trop souvent. Mais c'est un film très solide. Hein. Et c'est un film qui a fait date. Ça, c'est incontestable. Il a fait date même dans la propre réalisation de Carpenter. Que penses-tu de la chaîne Intercut et plus particulièrement de son concept? C'est le même film mais en mieux ou en moins bien? Faudrait-il que je voie les vidéos d'Intercut? Et ça, je peux pas répondre à cette question, je ne vois pas ces vidéos. Une ou deux fois, je regarde comme ça en passant, mais généralement, je trouve pas mon compte, pardon. Oui, bon, ça impacte, tu vois, c'est un peu la provocation pour faire venir les gens, quoi. C'est ce film-là, un série film populaire, mais en moins bien, mais en mieux. Ouais, si vous voulez. On fait les concepts qu'on peut, hein, mais moi, ça m'intéresse pas beaucoup, ça. En fait, je n'ai pas besoin de voir des vidéos YouTube pour savoir quoi regarder. N'oubliez pas cette optique-là. Je sais où chercher les films dans les listes. J'ai tellement de films à voir que j'ai même pas besoin de voir des vidéos qui vont me conseiller des films. Ça n'a aucun intérêt. Déjà que naturellement, les podcasts ou des émissions que je regarde, comme Total Tracks, il y a des films dont ils parlent que je ne connais pas et que j'ai envie de regarder quand ils en parlent. Et il y a toutes les recherches que je fais quand je fais des critiques où je tombe des fois sur des films dans les textes, dans les critiques ou dans des podcasts qui en parlent ou des choses comme ça qu'il faut que je vois. Donc, ces vidéos-là, ça n'a pas d'intérêt. Je suis pas le public ciblé. Et la 21, la dernière question. Maintenant que la Warner Bros a décidé de mettre un terme au DCU, que peut-on retenir de cette période de super-héros de Warner Bros? As-tu l'intention de faire les critiques du reste de ces films? Ah non. Ça, je ferai pas les critiques du reste des films. On avait commencé avec Arthur à voir les films de DC, de la Warner. Et on était allé voir Birds of Prey. Et au final, ça s'est pas fait. Et finalement, on a peut-être bien fait parce qu'on aurait un peu traîné du cul pour certains de ces films. Shazam, je sais plus si on l'a fait en duo ou seul, je sais plus. Mais moi j'ai décroché. On a bien fait de décrocher à ce moment-là. Le Superman, le Man of Steel et BVS, ça c'est les films qui s'en sortent. Mais tout le reste. J'ai fini tes questions, Sacha. Bah écoute, des fois il y en a certaines qui sont un peu expéditives, hein, et j'en suis désolé. Bon, tu es un peu habitué. Des fois, je te remballe sur certaines de tes questions, mais je te remercie encore une fois de ta tripotée de questions. La rubrique nécrologique, n'oublie pas, je veux ma rubrique nécrologique de l'année prochaine. Merci beaucoup pour ton soutien. Je vois que tu partages les vidéos et tout ça. Je le vois. Hein. Merci beaucoup pour ton soutien, pour ta fidélité. Et je te dis à bientôt, bien sûr, hein, sur le web. Le mash-up de cette année. C'est un mash-up que j'ai commencé fin janvier, début février. J'ai fait beaucoup de captures. Il est très porté sur la nature. Vous allez voir vraiment tout le début. C'est vraiment un truc porté comme ça sur l'énergie de la nature. Et j'ai voulu essayer de pousser ça et de voir un peu où je vais aller. Je me suis aussi laissé guider, un peu comme le Superman, je me suis laissé guider par les images. Je suis allé dans des directions que je n'avais pas imaginées.
C'est un mashup qui fait 40 minutes. C'est un mashup avec à peu près 180 films. C'est un mashup qui est dans une ambiance plus calme, plus détendue et en même temps un peu vivifiante par moments. Il y a des trucs un peu sournois. Et ça se termine bien sûr avec la fin du monde. Vous commencez à me connaître, hein. Je ne suis pas sorti de l'auberge, je ne suis pas sorti de la fin du monde. C'est tristouné à dire, mais c'est comme ça. J'arrive pas à me défaire en fait de l'énergie de la fin du monde. Peut-être qu'à un moment ça arrivera. J'ai atteint un point avec celui-là où j'ai besoin d'être plus concret dans mes sentiments et donc là, le prochain que je vais fabriquer cette année, il sera beaucoup plus sur mes sentiments. Là où j'ai été un peu distant, un peu en retrait, mais il y a quand même une belle énergie. Moi, j'aime bien la nature et même si j'y vais pas souvent, mais justement, à chaque fois que j'y vais, ça me fait un effet très fort. Et je voulais communiquer en fait ça, cette énergie de la nature. Peux-tu rappeler ce que c'est exactement un mashup? Ah bah t'as dû le voir, c'est donc un film constitué de plein d'autres films. Ça peut être, c'est une idée générale, c'est-à-dire une vidéo qui est créée comme un monstre de Frankenstein. C'est la même idée. On prend d'autres choses pour fabriquer quelque chose de nouveau. Oui, alors des belles images sur une jolie musique. Oui, je voulais mettre en avant de la musique classique, que je trouve qui manque un peu dans les films, où des fois elle est carrément mise en vaste blague, comme dans je sais plus quel John Wick, mais bon. Moi je voulais redonner un peu le côté opératique et grandiose de la musique classique, donc je me suis dit, de toute façon c'est lié à la nature tout ça. Malik le voit bien, enfin Malik le sait, le fait, et j'avais envie de retravailler ça aussi un peu de mon côté. Donc j'ai pris beaucoup de musique classique. J'ai aussi utilisé un logiciel que m'a passé Bonjour, tu es remercié. Un logiciel pour retravailler les voix, pour les extirper du son dont elles sont issues. Notamment chez Malik, ça m'a bien aidé. Ouais, Valentin, en effet, tu as tout à fait raison. Profil paysan a été convoqué, je crois que c'est La Vie moderne, il me semble. Ou Le Quotidien. C'est peut-être Le Quotidien. Vu l'image, ça a l'air d'être Le Quotidien. C'est fou comme le montage permet de faire dialoguer les films et de donner un nouveau sens aux scènes. Ouais, tout à fait. Tu extirpes un peu la matière. On en parlait d'ailleurs, hein, vous avez peut-être vu la masterclass, enfin l'espèce de conférence, je devrais dire plutôt, de chez Samir, où j'avais présenté dans une salle de cinéma le film Le Superman. Et après, on avait fait un dialogue avec Samir et je parlais justement qu'il faut extirper le plan de cette scène, lui fait dire autrement, enfin, lui fait dire autre chose. Et donc, c'est accompagné par la musique, par le plan précédent et suivant. Et après, ça va ancrer le plan issu d'un autre film dans un autre contexte. En plus, j'ai ressonorisé beaucoup de trucs. Quasi tout est refait là sur ce que vous avez entendu. C'est-à-dire que c'est pas le son d'origine. Les bruits de pioche, le vent, le blé, tout ça est refait. Le chant de fleurs, le Bannon, non. Il y a un chant de fleurs dans le début de Real Steel avec Hugh Jackman. Il y a un chant de fleurs dans les films de Malik. Il y a aussi un chant de fleurs dans Au nom de la terre. C'est un truc de paysan avec Guillaume Canet. Il y a beaucoup de plans de fleurs intéressants là-dedans. Il y a du Lars von Trier, oui, absolument. Je sais plus à quel niveau exactement, mais il y en a. Il me semble. Je peux me tromper, mais je crois qu'il y en a. Il n'y a pas que Microcosmos. Je pensais que Microcosmos, ça me servirait, mais en fait, non, pas du tout. Ça m'a pas servi. J'ai pris des plans de différents films. Il y a un plan où vous voyez les mains passer sur le champ de blé. Et à un moment, vous avez un plan en vue subjective du champ de blé. Où vous voyez la caméra passer sur les tiges et tout ça. Et en fait, c'est un des premiers plans de Don't Breathe de Fede Alvarez. Ça m'a beaucoup surpris, mais je me suis dit, mais ça c'est un plan parfait, let's go. Voilà. Oui, il y a beaucoup de Malik. La musique lui fait penser. Moi j'ai vraiment pris beaucoup de temps pour choisir la musique et j'ai vraiment beaucoup aimé faire ma sélection. Et après la compression, parce que normalement la vidéo devait être beaucoup plus longue. Ça a été bien diminué, hein. La musique classique a été énormément coupée. Est-ce que tu considérerais mettre de l'animation dans tes mashups? Il me semble pas en avoir vu dans Doom. Dans Doom, il y a quelques plans. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques plans. Ça jurait trop avec les prises de vue réelles. En effet, Terranio, tu as raison. C'est une perspective que, puisque je veux ancrer tous ces plans dans une continuité, l'animation m'en ferait sortir. Par contre,
Terranio, si tu veux un peu de mêler l'animation et la prise de vue réelle, je t'invite à voir le premier métrage que j'ai fait de ce type-là, en termes mash-up, qui est beaucoup plus libéré, en fait. Là, tu vois, je contrains une certaine forme dans le mash-up. Mais si tu veux voir un truc un peu plus libéré, où, tu vois, je m'exprime avec le mash-up pour la première fois, regarde sur la chaîne Daimer. N'hésite pas à me faire un retour, parce que là, tu verras la première idée, et comment, en fait, cette idée, c'est à peu s'est métamorphosée pour avoir un mode de fonctionnement qui est le mien actuel. Mais il n'est pas exclu que je repasse sur quelque chose qui mêle les deux. Mais je veux que le projet s'y prête. Mais là, je suis dans une idée qui est beaucoup plus renfermée. Renfermée sur des films qui doivent correspondre dans une suite logique. Tu vois, c'est pas un mash-up très éclaté. Hein. On est sur quelque chose de narratif. Donc là, je dois contraindre des formes narratives. Et ça passe aussi par une espèce d'osmose entre les plans, tu vois. Donc là, l'animation aura du mal à se caser. C'est pas impossible, hein, on peut y arriver. Et d'ailleurs, je prévois plus ou moins de le faire dans mon prochain mash-up. Mais il y a des conditions. Je m'impose des conditions. Après, bien sûr, là, vous me citez des films avec des chants de blé que je ne connais pas. Donc forcément, moi, je ne peux pas me souvenir de tous les films. Je ne peux pas voir aussi tous les films. Et je suis sûr qu'il y a des très bons films qui m'auraient été utiles, mais que je n'ai pas vu. Mais ce n'est pas grave. On pourra, j'aurai tout le temps de rattraper et de peut-être avoir d'autres idées un peu après. La thématique permet un lien esthétique plus naturel que ça l'était sur Doom. Oui, là on est plus sur des environnements naturels, donc oui. Mais sur Doom, je joue sur des ressorts hollywoodiens. Chose que je vais refaire à l'avenir aussi. Oui, il y a des fictions, il y a du docu, tout est mélangé. J'ai trouvé de magnifiques images de la nature dans les docus. Hein. Oh là là, il y a des trucs, c'est magnifique. Ouais, les tournesols, par rapport à le banane, non, je crois que c'est des plans de Tree of Life. L'idée de détournement, oui, l'art n'est pas demain, oui, il y a cette idée de détournement, mais pas forcément des détournements à usage de comédie. Ce sont plus des films de collage où on va coller des morceaux qui ne sont pas rencontrés, quoi, qui ne se rencontrent pas. Mais justement, le fait que l'exercice soit très souvent humoristique, moi j'ai voulu être en contre-courant de ça. Je me disais, c'est facile de faire rire, mais c'est peut-être plus dur de faire des choses fortes en émotions, des émotions pas évidentes à créer avec des films qui ne se côtoient pas. Donc j'ai travaillé sur ça. J'ai travaillé sur ça depuis le premier. Depuis le premier, j'avais envie de travailler sur des notions pas évidentes. Pas forcément de faire de la comédie, et vous le voyez, hein, je cours pas après la comédie quand je fais des mash-up. Hein. Pour moi, c'est quelque chose d'assez sérieux. Parce que je prends le cinéma aussi très au sérieux, hein, donc forcément, ça joue. Hein. D'ailleurs, Synfiles, le travail que tu fais dans la recherche d'images se rapproche beaucoup du réalisateur IA qui cherche ces images dans l'infinité qu'il peut générer. Travail de tri. Ouais, totalement, quand tu vois des films, tu sais, ce plan-là, il va être dedans, pas l'autre. Pas l'autre juste après, impossible. Celui-là, oui. Après, il y a plein de paramètres qui font que je peux pas prendre certains plans quand ça parle, parce que c'est pas les dialogues qui m'intéressent, ou des choses qui incluent des choses que je pourrais pas exploiter, donc je peux essayer de recadrer. C'est pas évident, hein. Mais au bout d'un moment, quand tu connais un peu l'idée de la scène, tu sais ce que tu dois chercher. Essayer de déposséder les plans de leur contexte. Si un plan a trop de contexte, ça va te barrer la route, ou ça va t'amener à faire des digressions et tout ça pour expliquer les choses qui sont dans le contexte. Et il faut qu'ils matchent aussi avec le plan suivant. Donc il faut travailler avec ça. Donc ouais, mais c'est une gymnastique à avoir et c'est génial quand tu l'as. Et en plus, vraiment, je capture avec OBS, c'est-à-dire je lance le film, je lance OBS, j'arrête OBS, c'est fini. J'ai déjà ma capture. Ça va très très vite. La capture, c'est pas une montagne, hein. La capture se fait très rapidement avec OBS. Alors c'est sûr, c'est pas de la top qualité, mais vous le savez, pour moi c'est pas la priorité d'avoir la top qualité. Et j'ai pu le constater en salle de cinéma. Le rendu de Superman, qui est un rendu par moments granuleux sur des films des fois qui sont de mauvaise qualité, au cinéma, c'était formidable. C'était formidable, vraiment. Il n'y avait pas de distinction. C'était super.
Donc franchement, avoir à chaque fois, vous refusez de capturer un film parce qu'il n'est pas en 4K, oubliez ça, ça passe largement. Il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Donc moi, quand j'ai vu mon projet qui est fait de briques et de broc dans une salle de cinéma, ça m'a décomplexé dans la recherche des images. Donc si tout d'un coup vous voulez tenter l'expérience, vous voulez faire des tests, vous savez comment capturer votre écran, prenez des films, des extraits sur YouTube, des trucs des fois qui sont en pas très bonne qualité, mais ce n'est pas grave, vous avez votre idée, et hop, vous attaquez, et vous faites votre idée, et peut-être qu'après ça mènera à quelque chose de plus gros, mélanger des répliques, ou faire une scène de course-poursuite avec plein de voitures d'autres films. N'hésitez pas, hein. Moi je trouve que ça m'a libéré un truc là sur ma façon de raconter. Il y a vraiment un truc vraiment fascinant. Si tu avais la possibilité d'embaucher un compositeur actuel de musique de film pour rescore le premier Nosferatu. Ah, j'aime bien cette question. Arthur, tu me fais plaisir, merci beaucoup. Cette question, elle est intéressante. Bon, tous les gens, la Benjamin Wallfisch, Zimmer, tout ça, pour moi, c'est pas du tout intéressant. Je suis pas sûr que... Alors moi, j'aime beaucoup Elliot Gottenthal, mais je suis pas sûr que ce soit quelque chose de valable. Il faut que ce soit quelque chose de plus vicieux. Oh, la compositrice de Joker. Ça pourrait être pas mal pour elle, je pense, la compositrice de Joker. Je sais plus comment elle s'appelle. Arthur, je pense que tu connais le nom. Hein. Ce serait pas con. Ce serait une bonne idée, je pense, pour elle. Ou Colin Stenson, carrément. Robin Carolan, il a tout à fait l'étoffe de faire une resonorisation de celui de 1922. Hein. En tout cas, ce que j'ai écouté pour le 2024, c'est pas mal. Hein. Daniel Pemberton, il a un énorme potentiel, ce mec. Hein. Il est très talentueux. Moi, la différence entre un film comme Le Roi Arthur de Guy Ritchie et ce qu'on entend dans les derniers Spider-Man, on voit le potentiel énorme, c'est-à-dire le panel d'activités et de compétences que le gars a. Hein. C'est très impressionnant. Hein. Moi, j'étais assez emballé par ce que j'ai écouté de lui. Hein. Les ralentis sont-ils manipulateurs? Bon, les ralentis sont avant... Oh, je dirais pas ça. Il y a des fois des choses que tu peux pas percevoir sans les ralentissements. À l'inverse aussi, l'accéléré, tu peux pas percevoir certaines choses. Non, c'est plus des révélateurs. Le ralentissement. C'est des révélateurs. Ce sont aussi des choses pour montrer la rapidité d'un geste. Je dirais pas qu'ils sont manipulateurs. On pourrait dire, oui, si on voit un peu large, oui, c'est manipulé, mais c'est aussi davantage pour montrer, pour appuyer un geste rapide. Donc c'est une affaire de révélateur d'un mouvement, révélateur d'une émotion, révélateur d'un micro événement. Moi, je le perçois pas forcément comme manipulateur. Le cinéma est manipulateur de base. Donc bon, dire que le ralenti est manipulateur, bon, je suis pas sûr que ce soit à ce niveau-là qu'il faut utiliser le mot. Mais le ralenti, c'est un formidable outil s'il est bien utilisé. Il a une vertu poétique, plus que l'accéléré en tout cas. Quoique, si vous accélérez une plante qui bourgeonne, ça peut être aussi un effet poétique. Hein, où vous savez la ville qui se construit super vite, ouais, vous voyez des choses comme ça, c'est un effet aussi très poétique. Et ça veut dire des choses évidemment, l'un comme l'autre. Hein. Mais ce sont des effets qui sont très lourds, donc il faut savoir bien les utiliser. Quand tu vois la vitesse avec laquelle les gens ont adopté le ChatGPT, on peut s'inquiéter en effet. Cet après-midi, écoutez, je vous mets dans la confidence, je suis déjà en train de préparer mon nouveau mashup. Bon, c'est un enfer, hein. Je crois que c'est pour l'instant le mashup le plus dur que j'ai eu à monter. J'ai 22 heures de rush, donc 22 heures d'extrait de film. Hein. J'ai 900 extraits, pas 900 films, hein, mais 900 extraits. Et j'ai 9 heures de musique. Et je suis là, je galère de dingue à fabriquer le truc. C'est très dur. Je savais que ça allait être dur, mais alors là, j'ai jamais autant galéré. J'ai jamais aussi lentement monté sur tous les projets que j'ai fait. Même celui sur Fritz Lang, c'était plus rapide. Donc là, ouais, là c'est dur. Et notamment parce que j'ai un texte assez compliqué à mettre en image. Et dans ce texte, il y a des phrases un peu énigmatiques que je dois illustrer.
Et donc pour illustrer certains de ces moments, eh bien, je dois trouver des images. Et ces images-là, ben, j'en parlais cet après-midi avec des gens sur un Discord. Et il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée, si je puis m'exprimer, de faire intervenir ChatGPT. Et ce qui est assez effarant, c'est que ChatGPT proposait des films avec même le minutage exact. Non, ce n'est pas un texte de ma composition. Bonjour. Ça aurait pu, mais par contre... moi j'aurais beaucoup moins bien écrit que le texte. C'est un texte d'un film qui s'appelle Un homme qui dort. 1967, je crois. Je pensais faire un autre projet de mash-up sur des incendies de forêt. Et quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit non, je veux travailler sur ce texte-là. Je veux travailler sur cette voie-là. Donc j'ai complètement changé mon plan et j'ai bifurqué. Et donc pour certains de ces moments, j'avais des images à récupérer, des choses très spécifiques, hein, des trucs avec des mouches sur des vitres, des murs délabrés, une lettre qui passe sous une porte. Vous savez, c'est des trucs, c'est très spécifique comme image, comme ça, qui est dite. Et donc, moi, je dois trouver ça dans les films. Et donc, il y a quelqu'un qui a utilisé ChatGPT pour essayer d'aiguiller ma proposition. Alors, ça a été assez précis parce que ça donnait quand même le minutage. Moi, j'y ai pas pensé du tout. Hein. Comme il disait le mec, je vais utiliser des outils de jeunes. Ah bah oui, il a bien raison. Mais en même temps, c'est là où c'est limité. C'est que, par exemple, on m'a suggéré un plan dans Fight Club. Je regarde le plan sur Fight Club, c'est pas du tout la valeur de cadre qui m'intéresse, artistiquement. Dans le choix des mots utilisés pour retrouver un plan, l'IA a fait le travail. Mais après, dans le choix artistique, dans la correspondance avec les plans précédents et le plan suivant, le plan de Fight Club ne marchait absolument pas. Donc c'est là où il y a une différence, en effet, comme vous disiez, le travail artistique, entre l'IA et l'humain. Par rapport au timecode, parce que tu évoques le timecode en faisant la blague là. Mais le timecode, oui, mais de quel film ? Le timecode d'un film en 25 images par seconde ou le film en 24 images par seconde ? Parce que là, ça fait des différences de minutes. Hein, faut pas l'oublier. Hein. Ça, il faudrait presque demander au ChatGPT, attendez, là, le timecode, c'est le film à 25 images par seconde ou 24 images par seconde ? Ah, il va te dire 24 images par seconde. Mais où est-ce que je trouve le film 24 images par seconde ? Parce qu'il y a aussi des copies du film en 25 images par seconde. Alors là, tu essaies de coincer l'IA. Et là, l'IA, elle va te dire, oui, vous pouvez trouver le film à 24 images par seconde en regardant le Blu-ray. Et là, je me dis, ça, c'est intéressant. Il faudrait voir. Il faudrait que vous fassiez le test, là. Les gens qui ont envie de tester un peu les limites de ChatGPT, s'il est con ou non. N'hésitez pas. Hein. Donc, oui. Donc, vis-à-vis de ce mashup, ça va prendre beaucoup de temps. Par contre, il risque d'être extrêmement long. Et j'entends beaucoup plus d'1 heure. Alors, je sais pas si je vais faire un long métrage ou si je vais faire plusieurs épisodes du projet. Je sais pas encore. Là, je suis encore en train de tâtonner avec mes extraits. Mais ça risque d'être un truc énorme, colossal, angoissant. Je veux pas être bien quand je vais le monter, vraiment, hein, parce que c'est un texte très dépressif. Et comme si ça suffisait pas, j'ai rajouté une deuxième partie où ça va être encore plus terrible. Tes mashups, tu les fais à 24 ou 25 images par seconde ? Je crois qu'à partir de Superman, j'ai fait à 24. Donc le Superman, il est à 24. Et celui-là, il est à 24. Et Reborn, donc, dont j'ai mis le lien, il est aussi à 24. Ah oui, alors par rapport à l'IA, j'ai pas encore terminé. Il y a un truc récemment qui m'est arrivé. C'est que j'étais en train de regarder sur X des messages. Je vois une image, je sais plus dans quel contexte c'était, mais je vois une image avec Eminem qui accepte un prix au MTV Music Awards en 2003, avec Christina Aguilera faiblement vêtue à côté de lui. Bon, c'est une image de l'époque. Bon, ok. Et je vois les messages en dessous. Il y a un message où il est dit « Ah, et vous vous souvenez de ce baiser ? Do you remember the kiss ?» Je vois que l'image montre Christina Aguilera qui embrasse Eminem et voilà. Et donc moi, je me suis pas trop posé de questions, mais c'était un peu bizarre la façon dont ils s'embrassent. Mais j'ai eu un doute.
mais parce que je connais pas du tout l'événement en 2003. Alors j'ai été un peu curieux, donc je suis allé voir. Et en fait, c'était une IA qui avait fait s'embrasser Eminem et Christina Aguilera. Rien ne s'était passé en 2003. Et j'ai revu la séquence d'origine en 2003 où Eminem vient pour accepter son prix. Il n'y a absolument pas de baiser, tout ça. Et j'ai eu un doute. C'est-à-dire que l'image était suffisamment vraie. L'image qui s'anime, hein, c'était comme une vidéo. Pardon. Vous savez, sur Internet, comme ça, sur les réseaux, c'est des fois des vidéos en piètre qualité. Donc, encore heureux que j'ai eu le doute vis-à-vis de certains détails, un léger mouvement qui était un peu bizarre. Mais imaginez des gens qui n'ont pas le doute. Ils vont croire que c'est une véritable image, que ça s'est vraiment passé. Et ça, pour moi, l'IA, c'est ça le véritable crime. C'est de la fake news. Littéralement du fake passé. Du fake past. Pour moi, là, ce moment-là, c'est là où il y a quelque chose de criminel qui se passe. Créer des choses qui n'ont jamais eu lieu, mais suffisamment bien pour le faire croire aux gens qui ne vont pas chercher l'information. Moi, j'ai eu le luxe d'avoir un doute et donc d'aller chercher la cérémonie d'origine. Là, moi, je trouve ça criminel de faire ça. Parce qu'après, les gens vont le croire. Et c'est ça le problème. On va le croire. Alors que ça a jamais eu lieu. On avait parlé de Joker 2 avant. Ben là, on va pouvoir un petit peu en parler. J'avais lu... Alors c'est un peu l'ouverture pour parler de Joker 2. J'avais lu sur le Discord d'écran large. Je trouve que c'est un très mauvais Discord. C'est un très mauvais Discord parce que les gens sont très hostiles envers certaines idées, envers certaines personnes. Si vous êtes youtubeur, cinéma, n'allez pas sur le Discord d'écran large. Vous allez vous faire recevoir à coups de pied. Vraiment, les gens n'aiment pas du tout les youtubeurs cinéma là-bas. Mais parce qu'on a aussi une très mauvaise vitrine. Ils ont dit à propos de Joker 2, désolé, mais j'ai l'impression qu'on sera devant un beau film pour incel. Et un autre lui demande pourquoi, et il répond intuition. Ce que je trouve absolument terrifiant, parce que le mec dit une chose pareille alors qu'il n'a pas vu le film. Je trouve que c'est un petit peu vite en besogne de traiter tout de suite le film pour les incels, sachant que c'est quelque chose qui est beaucoup plus global, en fait, vis-à-vis du problème de Arthur Fleck. Moi, je considère que c'est absolument pas un film, pour incels, comme si c'était, la nouvelle catégorie de pestiférés dans notre échelle sociale. Je trouve ça assez dégradant. Être incel, c'est pas quelque chose de facile à porter, donc je ne pense pas que ce soit... En plus, quand on fait l'amalgame avec évidemment le terme incel comme étant la haine des femmes, ce qui n'est pas le terme à l'origine, ça il faut bien le replacer. Et puis c'est aussi une façon de se moquer de façon assez cruelle. Donc je trouvais ce message très cruel. Après, le film en lui-même, Joker 2, et je trouve assez cruel envers son personnage. C'est un personnage qui se laisse complètement guider. C'est quelqu'un qui ne réagit pas, qui n'est pas au cœur de l'action. Il est au cœur de l'action dans ses moments de rêve, et quand il revient à la réalité, il est tenu. Et c'est très cruel de faire subir ça à son personnage. Et la deuxième chose que je trouve assez cruelle avec le film, c'est que le film n'avance pas. Le film n'avance pas. Moi, je m'attendais à ce que le procès dure 1 heure et qu'après on soit sur autre chose. Ben non. Le film, c'est le procès. Et après, on a peut-être 30 minutes à la fin où on part un peu sur autre chose, mais après, il se fait rattraper, il est de nouveau remis en prison. C'est-à-dire que Joker 2 ne sert à rien. À rien. Vous pourrez vous contenter du premier, il n'y a aucun souci. Le deuxième vous apportera rien d'autre. Et beaucoup de numéros musicaux peuvent être extirpés du film sans aucun problème. Et ça, c'est problématique aussi. C'est gênant. Certains sont assez réussis. Moi j'aime beaucoup celui où il est devant la télé, il y a un mec qui lui dit « Qu'est-ce que tu penses Arthur, qu'est-ce que tu penses de tout ça ?» Et il commence à chanter en plan séquence, en passant entre les détenus qui sont assis. Et il revient après devant la caméra, et après il y a un cut, et tu te dis « Ouais, mais cette séquence tu peux l'enlever en fait. » C'est dommage. Je sais pas trop où est passé l'argent. Alors je crois qu'il y a 50 millions qui sont passés dans le cachet des 2 acteurs principaux, mais le film vaut clairement pas ces 200. Hein. Où est passé l'argent ? Je vous le demande. Mais je crois que c'était aussi une affaire de filmer à certains endroits qui étaient compliqués. Du coup, ça nécessitait beaucoup d'argent. Mais il est clair qu'à l'écran, rien ne transparaît. Hein. J'étais assez déçu du film. Mais je voyais la bande-annonce et je sentais le truc.
Vous savez, c'est l'intuition. L'autre parlait justement d'intuition. Moi, je parle pas de trucs d'incel et tout ça. Moi, j'ai une intuition de cinéma. Et en effet, ça n'a pas loupé. Je me suis pas trompé. Est-ce que je le recommande quand même? Bon, pas vraiment. Mais je suis content de l'avoir vu. Comme ça, je peux me faire mon avis. Et pour moi, les deux films, le Joker 1 et le Joker 2, ne sont pas des très bons films. Mais il est clair que le deuxième est moins bien que le premier. Là, c'est clair. C'est finalement un film de procès, ouais, et c'est un film de procès même pas intéressant. Parce que ça revient sur des trucs du premier, avec longueur, avec insistance, alors qu'on a déjà vu le premier. Donc à un moment, nous redire les mêmes choses, c'est pas intéressant. Ou ça fait vraiment... Ça enferme le personnage, mais à un tel point. C'est pénible, hein. Et le film, il est pas court, hein, le film. Il fait pas 1h50, hein. C'est plus un film sur le personnage en lui-même et la façon dont il a été récupéré comme symbole par les gens en qui il se reconnaît pas. Ouais, mais bonjour. Ça se voit comment dans le film? Quel est le geste de cinéma qui te le montre? C'est compliqué, hein. Enfin, moi, je trouve ça compliqué. C'est pas une position, ouais, c'est une posture comme ça théorique, mais pratiquement comment ça se passe dans le film. Et oui, je suis d'accord avec toi, la comédie musicale, il n'arrive pas à en tirer quelque chose. Lady Gaga ne sert à rien. Ouais, c'était très triste, un Sociorama, je suis d'accord. Non, bonjour, ça ne m'a pas plu, le regard de Tom Phillips, parce que je trouve que ça a pas vraiment évolué, en fait, par rapport au premier. Il n'y a pas quelque chose que le premier ne me dit pas. Toute la partie finale, quand le Joker vire son avocat, qui joue son propre rôle, qu'on attend de lui, et fait de la redite, justement, puis lâche l'affaire. Ouais, mais bon, pour moi, ça, c'est refaire un peu la scène du talk show, où il s'énerve vis-à-vis des gens et tout ça. Ouais, une légère variante, mais c'est le même fil, en fait. Ensuite, question suivante. Te tiens-tu au courant des avancées de l'IA dans le montage audiovisuel? Penses-tu que ces avancées pourraient mettre un terme, à terme, menacer des emplois? Dans le cadre du montage, oui, il y a des choses qui se passent, des autocuts, des choses comme ça. Après, il y a la dimension artistique du montage, et là, je pense que l'IA, elle a encore beaucoup de travail à faire avant d'atteindre ce niveau-là. Parce que c'est avant tout un dialogue qu'on a avec le réalisateur, quand on monte quelque chose. Généralement, hein, évidemment. Et donc, ce dialogue avec le réalisateur, je vois mal l'IA le faire, en fait, parce que ce sont des sensibilités qui se rencontrent. Une IA n'a pas de sensibilité. Ça n'existe pas. L'IA va appliquer quelque chose. Or, je pense qu'en télé, ce sera peut-être très utilisé, si à un moment on a une IA qui monte des projets. Mais encore une fois, il faudra toujours quelqu'un pour paramétrer l'IA. Et donc on en revient aussi à de la sensibilité. L'IA est beaucoup plus dommageable, beaucoup plus dommageable pour d'autres métiers, notamment tout ce qui est de l'ordre de la traduction. J'ai quelqu'un qui en parle constamment, c'est ma coloc, qui est traductrice. Elle creuse sa propre tombe, c'est-à-dire qu'elle crée une programmation qui va remplacer son job depuis des années. Non, l'IA, on l'a foutu à des endroits où c'est dommageable. Et je parle même pas de tout ce qui est transport, marchandises et tout ça. Il y a des gens qui n'ont pas de qualification, qui comptent sur ces boulots pour gagner un petit peu d'argent. Si l'IA prend ces jobs-là, mais qu'est-ce que ces gens vont faire? De l'esclavage à la Uber Eats? C'est ça l'idée? D'être encore plus pauvres et encore plus violentés physiquement qu'ils le sont déjà? Je trouve ça dégueulasse, hein, mais bon, écoutez. Moi, peut-être qu'à un moment, je serai amené à faire ces boulots-là. Hein. Là, je peux vous assurer que vous pourrez craindre pour ma vie. Hein. Mais c'est pas exclu. Hein. Je me projette, et bien sûr, tristement dans l'avenir. Ces perspectives-là, elles ne font pas enchanter. Hein. On s'est gargarisé de cette invention, mais on n'aura pas le temps de la légiférer. Elle sera déjà dans certains secteurs que certaines personnes comptaient pour vivre. Et ça, je trouve ça... Bon, déjà qu'on ne vit plus par le réel, on vit dans beaucoup de cas, par la simulation et l'image informatique, ne serait-ce que pour, vous savez, tout simplement s'orienter dans la rue ou sur une carte et tout ça. On n'a plus de carte papier. Maintenant, on a le portable qui a le Google Maps,
les indications de map en temps réel sur un écran. Merci beaucoup Homer de m'avoir partagé ce podcast sur Baudrillard. C'est un très bon podcast d'ailleurs que j'ai repartagé dans je crois les suggestions ou dans l'actualité sur le Discord. C'est un très bon podcast sur la pensée de Baudrillard et il y a 2-3 choses qui sont très 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 justes que j'avais perçues mais qui a été très bien formulée dans l'intervention. Ouais, quand même il faut être un petit peu sensible à ce thème-là dans notre société actuellement. Les enfants post-2000 sont à côté de la plaque. Ben, si les parents pouvaient faire leur boulot, ils ne seraient peut-être pas tant à côté de la plaque. Mais il y a des enfants qui sont très bien. Hein. Là, il y a sur le Discord de monteurs dont je parle des fois, il y a un petit jeune de 14-15 ans là. Oh, le mec, je sais pas ce qu'il va faire dans la vie, mais ça peut être vraiment un bon gars. Il est droit, il est poli, il sait s'exprimer, et en tout cas, avec un logiciel de montage, il est talentueux. À 15 ans. Donc je sais pas où il va aller par la suite, mais s'il continue dans cette lancée, ce sera un mec droit, compétent et bon. C'est-à-dire un bon être humain qui a la tête bien faite. Il y en a, hein. Il faut juste ne pas les avoir égarés en cours de route. C'est très dur d'être parent. Mais par contre, si t'arrives, comme a dit mon frérot, à amener les enfants à bon port, alors là tu peux être fier. Et les enfants seront récompensés d'une situation qui est vraiment bien, voire même qui est supérieure à celle des parents. Et les enfants auront de la reconnaissance envers leurs parents. Ou envers les membres de la famille qui les ont élevés, si ce ne sont pas les parents. Non, si on s'applique à élever les enfants, c'est le projet d'une vie, hein, faut pas l'oublier, c'est pas on fait des enfants comme ça, non, c'est le projet d'une vie. Donc si ça arrive, si ça marche bien, c'est merveilleux, hein. Mais il faut travailler. C'est un deuxième travail pour les gens que ça inspire d'en faire, pour les gens qui ont les moyens de les élever. Alors le format court maintenant il existe, avec ce format de vidéo essai. Pour l'instant je table autour de 10 minutes par vidéo, pas plus, je veux dire 15 max. Ce sont des vidéos bien écrites. Là, il y a pas d'improvisation. Hein. Là, c'est très précis. La première vidéo que vous avez pu voir sur le montage, elle est issue d'un atelier que j'ai fait sur Discord. Je l'ai un peu reformulé, c'est tout. Il n'y avait pas beaucoup de changements, mais je l'ai un peu reformulé. Notamment pour intégrer le générique, qui est donc le générique nouveau de la chaîne. Et alors, ça ne veut pas dire aussi que... Maintenant, il ne va que y avoir des vidéos essais. Non. Non, je prévois toujours les critiques à un rythme normal. Peut-être que je referai un peu... Je reformulerai peut-être un peu le visuel de la critique. Peut-être avec une waveform qui va bouger, je ne sais pas trop encore. Hein. Mais il y a cette chose qui va s'ajouter au format que vous allez peut-être avoir sur la chaîne. Donc je pense que je les distinguerai notamment par une miniature du type que vous avez pu voir. Et aussi plus un titre un peu protocolaire comme ce que je fais pour les critiques, mais vraiment des mots en majuscules comme ça, comme ce que vous avez pu avoir là sur la chaîne. Des mots clairs. Si vous avez aimé l'essai vidéo, tant mieux. Merci beaucoup pour le retour. J'ai essayé d'être le plus clair, de donner les bons exemples. Hein, ça reste sommaire, concis, c'est rapide. Donc il y a des notions qui sont des grandes notions, hein, qui sont un peu convoquées, mais elles sont convoquées pour faire en sorte d'avoir une espèce de panel. Et il est clair qu'après, je vais retravailler dedans pour creuser davantage, éventuellement dans les prochaines fois où je réattaquerai le montage. Et il est clair que je réattaquerai le montage en vidéo essai. En tant que neuropsychologue, tu es neuropsychologue? Ah ben dis donc, c'est un sacré métier. Hein. Et pour reprendre ce qui est dit sur TikTok, c'est un enfer. Le plus grand problème de la génération actuelle, la distraction. Oui, je suis aussi victime de ça malheureusement. Une distraction rapide et diablement efficace. Oh, blablabla. Si Cyril, donc Secret de Monteur Pro, était là, on en parlerait parce que lui, il travaille en fait ses vidéos pour toujours attirer l'attention du spectateur. Parce que lui, il veut vraiment travailler le rythme pour garder l'audience très très haut. Mais après, Mados, tu vois, lui, Cyril, voilà, il veut jouer avec ses codes parce qu'il veut que les gens l'écoutent. Donc, il fait tout ce qu'il peut au montage pour qu'ils l'écoutent.
Pas parce qu'il veut faire des vues, il veut générer un trafic, il veut que les gens le suivent. Je suis là depuis si longtemps que, en fait, ma pensée de pas courir après le public m'habite totalement. C'est-à-dire que je fais des vidéos pour moi. Si les gens ils ont envie de me suivre, tant mieux. S'ils ne veulent pas, je ne les force pas. Et je ne les attire pas. Je fais les vidéos comme je l'entends, comme je considère qu'elles doivent être faites. Je ne les tords pas pour le public. Ça, c'est, on va dire, la pensée première. Après, il y a des aménagements sur cette pensée qui sont faits. Mais je pense que c'est ce qui distingue la méthode de Cyril et la mienne. Quant à notre appréhension de la chaîne YouTube, je devrais formuler comme ça. Lui, il est très intéressé par la rétention. Quand on voit dans les statistiques de YouTube, la rétention, les clics, les premières 30 secondes, voilà des notions qui vont engager le spectateur dans la vidéo. Moi, absolument pas. Zéro, ça ne m'intéresse pas. Si je fais des petits trucs au début de la vidéo, c'est pour me marrer ou parce que j'en ai l'envie. Pas à des fins de calcul. Quand j'ai fait la blague pour la critique de Kaizen, où t'as le directeur dans Junior le Terrible 2, moi ça me fait marrer, parce que c'est un film d'enfance, Junior le Terrible 2, un film qui m'a un peu traumatisé, là, notamment la scène du vomi. Moi c'est un truc, je l'ai plus jamais revu cette scène. C'est un film voilà, qui est assez discourtois avec son spectateur. Ça pète, ça rote, ça vomit, ça dégueule, il y a un truc, c'est assez répugnant le film, hein. Mais je me souvenais de cette scène où le mec il hurle et tout ça, et c'est le mec qui fait la voix de Yago en VO, Yago, donc le perroquet de Jafar, voilà. Donc bon, mais oui, moi ça c'est des gags que je fais naturellement parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai envie de taper un peu dès le départ sur le film, de vous donner le là. Hein, de ce que va être 2h40 de critique, mais c'était pas dans des optiques. Oui, alors là, il faut harpaguer, il faut hook, hein, hook. Oh putain, quel nom de merde. Il faut accrocher le spectateur dès les premières secondes, dès la première seconde, tu dois le. Et je veux dire, ça, c'est des trucs de fou, quoi. C'est parce qu'on ne donne plus aucun libre arbitre au spectateur. Je veux croire dans l'intelligence du spectateur. Ou devrais-je dire, je veux croire dans l'intelligence du spectateur, de mon spectateur. Et c'est en cela que je reviens toujours à cette formulation de Anthony Benguigui, que moi je m'en lasse pas. Il avait bien raison à l'époque, donc c'était il y a plusieurs années. Je l'ai vu des fois arriver comme ça dans le chat en live, et je le remercie encore d'être là. Il a dit « Cinefiles, c'est le bar un peu select ». J'aime beaucoup cette formulation parce que j'aime l'idée d'être une chaîne un peu cachée, même si je mets en risque un peu ma chaîne avec ces affaires de droit d'auteur évidemment. Attacher le spectateur dès la première seconde, c'est des techniques, des méthodes de one-man show. C'est des techniques de pub en fait. C'est l'idée de storytelling, c'est un des trucs les plus vicieux, mais parce que dans l'absolu, le storytelling c'est une bonne chose, mais quelque chose qui a été repris par le marketing et qui a été réingurgité dans la création de vidéos actuellement. Et on veut absolument optimiser les histoires. Optimiser les histoires! Vous vous rendez compte, c'est un contresens, mais pourtant c'est ce qu'on fait. Moins on prend son spectateur pour un idiot, plus cela se traduira par un public cible, exigeant, engagé. C'est clair, oui, tu as le public sur ta chaîne que tu mérites. Moi, je propose des vidéos qui sont très longues, où il y a beaucoup de blabla, c'est-à-dire de monologues, hein, c'est moi qui parle, où la forme est austère. Je suis pas forcément l'actualité, donc je n'offre pas systématiquement des films qui font l'actualité. Eh bien ça fait venir un certain type de personnes, notamment des gens également friands de ne pas savoir ce qu'ils vont avoir sur la chaîne. Moi-même, je ne sais pas. Et c'est précisément ça qui m'intéresse beaucoup. Ça peut être n'importe quoi. À force de voir ma chaîne, vous savez qu'il y a certains films qui auront du mal à être là. Mais on n'est jamais sûr de rien avec moi. Qui aurait pu croire que j'allais m'attaquer à Bambi ou à faire... Alors attendez, l'ascension et buffet froid, ça c'était des commandes. Qui aurait cru que je fasse une critique de Nemesis? L'espèce de nanar là de science-fiction. Qui aurait pu croire que je fasse... je suis en train de regarder un peu les vidéos que j'avais fait. Qui aurait pu croire que je sabote ma chaîne pendant un mois en vous faisant une émission spéciale avec une vidéo par jour en 2023?
là en mars, avec l'émission Flux. Je me suis sabordé mes statistiques divisées par 3 et c'est que maintenant que je retrouve à peu près 50 abonnés par mois. J'ai 50 abonnés par mois à peu près. Mais avant, avec ce flux, ça m'a liquéfié toutes mes stats. Ça m'a flingué ma chaîne. Mais en attendant, personne ne pouvait savoir que j'allais faire un truc comme ça. Et encore moins la sélection, qui est, je trouve, une excellente sélection de cette émission de flux. D'ailleurs, flux que vous pouvez revenir voir. Hein. Avec des films d'actu, des films plus anciens, des documentaires, de l'animation. Je ne veux pas que ça ronronne. Et c'est pour ça qu'à chaque vidéo, en fait, c'est pour moi une nouvelle approche à faire du film. Alors j'ai des catégories dans lesquelles je mets mes notes, histoire, personnage, mise en scène, production. Mais je n'ai pas de grille de lecture. Mais c'est pour ça que mes paroles varient de 25 minutes à 4 heures d'enregistrement. C'est que je suis pas en train de dire, voilà, j'ai cette grille de questions et le film il va répondre à ces questions, et c'est tout. Non, chaque question varie en fonction du film. Et c'est pour ça que mes commentaires sont si différents d'un film à un autre. Mais parce que aussi, je laisse le truc macérer par moments, très longtemps, mais ça rend la chose chaotique. Mais finalement, c'est pas déconnant par rapport aux mash-up que vous connaissez de moi. Les mash-up que vous voyez de moi, c'est des trucs complètement fous. C'est des trucs chaotiques. Le premier mash-up, je vous le rappelle, qui est Daymer, c'est le premier mash-up que je fais ever. Donc un mash-up de fiction qui est là pour raconter une histoire. Enfin, si on veut. C'est le chaos. Et j'ai adoré faire ça. Et finalement, je me trahis pas. Le chaos est là, sur ma chaîne. Et c'est un chaos dans lequel je me sens bien. Parce que c'est un chaos qu'on ne peut pas se permettre dans la vraie vie. Donc je l'exprime d'une façon, dans mes propos, vis-à-vis des films, dans mon choix éditorial. Parce qu'il était question à un moment, je crois, dans une de mes notes, est-ce que j'ai une ligne édito sur ma chaîne ? Mais je pense qu'il n'y en a pas. Et s'il y en a une, il faut me le dire, parce que moi-même, je ne suis pas conscient si j'ai une ligne édito. Et je pense qu'il y en a une par le fait qu'il y a une absence de certaines catégories, notamment le cinéma italien. Après, il y a aussi des choses que je refuse de discuter, parce que pour moi, c'est des contenus qui ne sont même plus liés au cinéma. Ce sont des contenus politiques de production. Moi, je pense au wokisme, par exemple, ou à tout ce qui a trait à l'environnement promotionnel du film. Des fois, les gens parlent plus de ce qu'il y a autour du film, de la réception et de l'environnement promotionnel que de parler directement du film. Il y a aussi quelque chose d'autre que je parle pas trop dans les films, dont je parle pas trop, dans les films, c'est l'aspect religieux. Soit parce que je suis pas à l'aise pour en parler, comme dans l'Ascension, soit parce que j'ai peur de menaces ou de choses comme ça, avec par exemple le message. Vous savez, ce film sur le prophète qui est représenté en plan en vue subjective. Parce que ma critique, elle est faite. Elle est faite depuis 10 ans, ma critique le message. Mais j'ai pas voulu la poster. Parce que je sais qu'il y a des gens qui considèrent que le film est blasphématoire. Et nous savons que nous sommes quand même dans une période extrêmement violente vis-à-vis des religions. Et j'ai pas envie d'avoir un problème. Que ce soit un problème vis-à-vis de la chaîne ou un problème personnel. C'est-à-dire dans la vraie vie. Donc c'est des petites précautions qui font que oui, il y a des lignes qu'on peut percevoir sur ma chaîne. Mais c'est des lignes que depuis des années, j'en suis totalement conscient. Je pense qu'il y a assez d'ouverture pour me permettre d'avoir quelque chose d'assez large. J'ai déjà évoqué ces questions vis-à-vis du message. Je l'ai déjà évoqué plusieurs fois dans les FAQ précédentes, mais je souhaite le rappeler encore une fois. Tout ça pour dire, je sais plus, je me suis perdu. Oui, on a le public qu'on mérite. Essayons de faire en sorte que ce soit un bon public. Et d'où le temps aussi que je parle, que je prends là à voir ce qui est dit dans le chat, à répondre, à interréagir. Là, il y en avait un là sur, je vais pas citer son nom parce que il se reconnaîtra de toute façon, qui me reprochait de répondre à des questions d'une personne qui n'est pas dans le chat. Non mais je vais pas commencer à installer un planning pour savoir alors je ne peux répondre qu'à la question de bonjour que s'il est sur le chat. Tant qu'il est pas sur le chat, eh bien je ne réponds pas à la question. Alors qu'est-ce que je fais en attendant? Je me tourne les pouces. Et parce que si vous ne posiez pas de questions, vous n'interagissez pas dans le chat, ce que vous faites, et je vous remercie de le faire, eh bien je me tournerai les pouces là en attendant qu'il y ait quelqu'un dans la boutique. C'est pas possible. Donc moi c'est pour ça que maintenant depuis quelques années, je prévois des sujets pour stimuler aussi mon chat, qui va répondre par rapport à ce que je dis.
Et ça n'a pas loupé. Là, ce soir, il y a eu des interactions. Donc oui, c'est important d'essayer d'avoir un public qui nous correspond, pour pas qu'il y ait aussi un problème de valeur à un moment, quand on est avec elle. Et surtout quand tu vas peut-être rencontrer ce public en vrai. Kaizen, j'ai écouté et vu à peu près tout ce qui était dit sur le film. J'ai regardé je sais pas combien de docus. Après j'ai travaillé quoi. Je travaillais sur plus de 30 pages. Vous savez ce que j'en pense. Je vais pas revenir dessus. Je me suis frité avec un gars sur X. C'était par rapport à une critique du film et le rapport entre documentaire et vidéo. Ça c'est quelque chose qui prenait beaucoup de place dans les débats. C'est pour ça qu'il y a une grosse partie de la vidéo qui est dédiée à ça. Et il y a aussi la notion de... Les gens considéraient que c'est par rapport à la sortie en salle de cinéma. Il y avait beaucoup de choses qui étaient pas très claires. Je veux dire, ça sort une fois sur 400 salles. Bon, les sorties en salle YouTube, ok. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Ça se fait depuis un moment. Moi, j'ai eu mon film carrément en salle de cinéma. Bon, c'était une séance spéciale, hein, vraiment. Mais est-ce que esthétiquement, il y a quelque chose qui se passe à l'écran? Je suis pas certain. Parce que la storytelling de la façon dont on fait les vidéos YouTube, ça n'a pas sa place au cinéma. Ce n'est pas le storytelling de cinéma, donc il y a la place sur un grand écran, ce n'est pas le storytelling de YouTube. Et je pense que là, il y a une confusion aussi. Je pense que c'est plus un film qui est fait à sa gloire qu'un film qui a un véritable propos. Après, il y a des films aussi qui sont faits à la gloire de tel acteur ou de tel personnage qui sortent au cinéma, nous sommes d'accord. Mais dans la façon dont c'est rythmé, ce n'est pas un rythme, ce n'est pas une façon de narrer qui est propre au cinéma. Parce que le cinéma ne fait pas dans la rétention d'audience. Ça n'existe pas au cinéma, ça. Alors que sur YouTube, ça existe. Et ça, ce sont des notions qui ont eu du mal à exister dans l'esprit des autres quand on dialogue avec eux. C'est un peu pénible de devoir rappeler ça. Mais en même temps, à quoi pouvons-nous nous attendre de gens qui ne regardent rien d'autre que des vidéos YouTube? Les images doivent bien rendre à l'écran. Oui, mais comme beaucoup de docus. Mais après, qu'est-ce que t'en fais de ces images? Je t'assure que Zarbardast, c'est beaucoup mieux, hein. Parce qu'on te fait vivre le son de ces images aussi. Et c'est ça la différence. Les mecs, ils ont fait des clips, là où il y en a d'autres qui ont fait du cinéma. Mais que ça leur serve de leçon, hein, s'ils ont appris de ça. Qui gèrent mieux le ton. Le son, c'est le nerf de la guerre. Et juste avant de venir faire le live ici, j'étais avec Cyril, donc sur son Discord de monteur, et on n'arrêtait pas de dire le son, le son, le son, le son. Je pense que ça rendait bien, mais je pense qu'il y a, tu vois, le rendu, et il y a qu'est-ce que tu vas faire de ces images en fait. Comment tu vas narrer, parce qu'au cinéma, c'est un grand écran, tu peux pas monter aussi rapidement, ou alors c'est dans un effort esthétique particulier, les zones bournes évidemment, je prends ça rapidement, mais l'idée est là. Mais je pense qu'il y a un vrai travail que tu peux faire sur storytelling de belles images comme ce qu'il a pu faire, mais là c'était des screenshots. En fait, on faisait pas vivre les images. Et je trouve ça dommage. Parce qu'il y avait vraiment de très belles images. Mais ils ont dû trop compresser, trop de choses. Oh, je pense que l'affaire d'ego n'est pas une affaire de nationalité, hein, Sociorama. Je pense qu'on a tous de l'ego. Hein. Juste qu'il y en a qui savent le gérer, ou qui savent ne pas le montrer, et d'autres qui n'ont aucun problème à le montrer. Mais surtout quand on est plein aux as, on a tendance à même plus faire attention trop à l'image qu'on renvoie, quoi. Mais lui, il l'apprend à ses dépens, hein. Mais bon, tant mieux s'il est heureux, hein, comme disait Godard. Là, il a sorti son manga, c'est un gros succès, tout roule pour lui, hein. Honnêtement, je pense qu'il est heureux. Sauf que c'est devenu un businessman aussi. Donc, bon, c'est aussi d'autres façons d'être heureux. Ma position vis-à-vis de faire des critiques longues n'est pas comprise de base. En fait, je suis sur un regard qui a tellement de considération pour des aspects tellement spécifiques que bon, je suis rarement compris de gens qui sont plus ou moins intéressés par le cinéma. Hein. Ça, je m'en rends compte. Hein. Quand vous parlez avec d'autres gens qui ne sont pas plus intéressés par le cinéma, mais qui aiment bien, mais voilà, mais c'est pas plus, on se rend compte à quel point on est dégénéré. Hein. Je suis dégénéré, mais un truc de dingue. En faisant une vidéo de 20 minutes, t'aurais peut-être mieux communiqué avec le public d'Inoxtag, mais t'aurais perdu en fond et en pertinence. Oui, alors là, c'est clair. Hein. Ta vidéo est intéressante par son non-développement. Oui, non, mais c'est vrai que les esprits synthétiques, moi, j'en ai... Ça me ferait chier de faire toute cette démarche de travail de fond, mais finalement que vous donnez la synthèse. Parce que je pourrais faire ça. Mais moi, ça me ferait chier.
de pas vous permettre d'écouter en fait tous les développements et les idées annexes, voilà. Oui, j'ai vu celle de Game Focus. Ouais, bah c'est court. Voilà, hein. Des fois quand il y a des petites idées, ben moi je voudrais des exemples, je voudrais un développement de cet exemple. Ben là on n'a pas. Donc bon, ce sont des choix. Encore une fois, moi c'est pas un choix qui me rapporte des vues, mais au final c'est en cela que je suis très sensible au soutien et aux messages de gens que j'ai pu identifier, que j'identifie aussi dans ce live, des gens qui me suivent depuis longtemps, de les voir en message, en commentaire, me dire des choses, peut être merci beaucoup, ou carrément des développements, ou des questions, ou des choses avec lesquelles ils sont pas d'accord, évidemment. Parce que si moi je ne perçois pas ma communauté par le chiffre, eh bien je la perçois par les commentaires. C'est pour ça que je vous dis régulièrement, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, postez les commentaires. Je vous perçois par les commentaires. Moi ça m'angoisse, sous la vidéo de Reborn, de ne pas avoir de commentaires. Alors c'est une nouvelle chaîne, les gens de Cinefiles ne savent pas que j'ai créé cette nouvelle chaîne, alors j'ai mis un petit pavé communautaire, mais c'est compliqué. Mais c'est vraiment la perception des messages et des commentaires qui me fait comprendre qu'il y a des gens qui me suivent. C'est pas les chiffres des vues, parce que les vues ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un mec qui fait F5 comme un débile, ça peut être des bots, ça peut être des gens qui cliquent, qui regardent une seconde et qui se rendent compte que c'est pas le programme pour eux et qui se barrent. C'est pas concret pour moi les chiffres de vues. Par contre les commentaires, ça c'est le truc le plus concret, le plus humain que je puisse imaginer. Et il n'y a pas beaucoup de bots qui postent des commentaires. Il y en avait à un moment. À un moment il y en avait. Des trucs de cul, hein, mais bon, si tu veux, on vire ça assez rapidement. Mais les commentaires c'est les trucs les plus concrets. C'est pour ça que je vous encourage à poster des commentaires à chaque fois. Que penses-tu des déclarations de Scott et de James Cameron qui incorporeront des IA sur leur prochain projet? Je trouve ça très bien perso. On avance. Si eux ils essayent de travailler sur comment incorporer l'IA et concocter quelque chose d'intéressant, pourquoi pas? Au moins, il faut qu'il y ait des gens qui testent pour voir ce que ça donne. Et si ça se trouve, on verra même pas que c'est de l'IA. Oui, moi je pense qu'il y a des choses à faire. Après, ce seront des posts qui seront de toute façon préparés par des gens. Mais ça arrivera à un moment. J'espère juste qu'ils ne vont pas faire les fourbes et nous le dire. Ils vont nous dire, dans ce film-là, on a travaillé avec de l'IA. Voilà. Parce que ça fait partie d'un processus de production. Voilà. Je souhaite qu'il soit transparent. C'est tout ce que je souhaite. Quelles seraient les tâches de l'IA dans une production de film? Ça peut être des tâches de l'IA sur de la logistique, donc littéralement à de la production et de la logistique de production. Ça peut être pour des traitements d'effets spéciaux. Ça peut être pour... de toute façon, les IA sont déjà utilisées depuis des années dans la production de cinéma quand il s'agit de faire des simulations de fluides, des simulations d'eau, des simulations de feu, des simulations de vent. Tout ça, ce sont des IA qui gèrent ça. Donc on est là aussi sur la création d'IA, sauf que ce sont des IA qui vont jouer sur d'autres choses, sur générer des choses, sur le gommage peut-être de choses, sur peut-être de l'aménagement de décors éventuellement. Je ne pense pas, mais tu fais bien d'en parler, je ne pense pas que ça se fera travailler au scénario. On a vu des scénarios créés par des IA, ce sont des catastrophes ambulantes. Sur ce, merci beaucoup de me suivre, merci beaucoup de l'animation de ce chat et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.